Elle pensait piéger le procureur. Elle s'est piégée elle-même. Devant les caméras, micro ouvert, une élue républicaine déroule sa question comme un coup de maître juridique. Elle cite la politique du Department of Justice. Elle insiste sur l'intention criminelle. Et elle pose la question clé. Jack Smith répond calmement « That is correct ». Une phrase. Aucun haussement de voix. Mais à cet instant précis, quelque chose bascule, parce que ce qui ressemble à un débat technique devient soudain un test beaucoup plus dangereux. Si la loi exige de prouver qu'un mensonge était conscient, que se passe-t-il quand le procureur affirme avoir cette preuve? Et surtout, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Quand la vérité juridique ne dépend plus de ce qui a été dit en public, mais de ce qui se passait dans la tête d'un président. Mais voici la partie que presque personne ne dit à voix haute. Cette audition n'est pas une défense, c'est une ouverture. Et quand vous voyez où Jack Smith mène exactement ce raisonnement, la suite devient impossible à ignorer. Ce qui se passe ensuite semble anodin, mais c'est précisément là que le piège se referme. L'élu ne parle pas de violence. Elle ne parle pas du 6 janvier. Elle ne nie aucun fait matériel. Elle choisit une autre voie. Elle recentre tout sur une seule chose, l'intention. Elle rappelle que la section 371 exige un accord fondé sur la deceit or dishonesty et que le comportement doit être knowing and intentional. Sur le papier, c'est propre, presque élégant. Et Jack Smith ne recule pas. Il confirme. Il dit « That is correct ». Puis il ajoute quelque chose de crucial. Il explique que dans ce dossier, l'accusation devait prouver que les déclarations étaient fausses et que Donald Trump knew they were false. Pas une opinion, pas une erreur, une connaissance. Mais remarquez ce qui manque volontairement à cet échange. Personne ne débat encore de ce que Trump croyait sincèrement. Tout tourne autour de ce que l'accusation affirme pouvoir démontrer, preuves à l'appui. C'est là que la question change de nature. Et c'est là que cette audition cesse d'être théorique, puis l'échange accélère. La députée pense tenir enfin son angle mort. Elle passe à l'obstruction. Elle rappelle que cette infraction exige un wrongful intent. Et elle pose la question comme un coup près. Si un accusé croit sincèrement à ce qu'il affirme, il ne peut pas être condamné. Sur le papier, c'est une échappatoire nette. La réponse de Jack Smith ne claque pas. Elle glisse. Il parle de comportement corruptly. Il précise que cela peut inclure le fait de seeking an unlawful benefit. Et il nomme ce bénéfice sans détour. Rester en fonction alors que l'élection a été perdue. Ce n'est plus abstrait, ce n'est plus philosophique, c'est une mécanique. Et voici le détail que beaucoup ratent. Smith ne dit pas que Trump avait tort. Il dit que Trump cherchait quelque chose, un résultat précis, un avantage précis, malgré les faits. Mais voici le moment où tout se retourne. La députée introduit elle-même l'élément le plus dangereux pour sa thèse. Elle évoque la déposition de Smith où Trump recevait des avis contradictoires de Giuliani, Eastman, Clark, Powell. Elle croit créer le doute. Et c'est exactement là que l'histoire bascule, parce que Jack Smith ne nie pas ses avis contradictoires. Au contraire, il les encadre. Il répond que les premiers conseillers de campagne ont dit à Trump qu'il avait perdu. Puis il ajoute une phrase lourde de conséquences. Ils ont été écartés, remplacés par d'autres, prêts à soutenir ce qui pouvait le maintenir au pouvoir. Ce détail n'est pas anecdotique. Il est central. À ce moment précis, l'argument de la confusion commence à s'effondrer. Recevoir des conseils contradictoires n'est pas une défense automatique. Pas quand vous choisissez délibérément ceux qui confortent une version fausse. Pas quand vous rejetez systématiquement les informations qui disent l'inverse. Et Smith le dit sans hausser le ton, l'accusation affirme que Trump faisait des déclarations knowingly false, en sachant qu'elles étaient fausses, parce qu'elles servaient un objectif. Maintenant, observez la salle. Personne n'interrompt, personne ne corrige. La question suivante tente un dernier repli. Et si tout cela n'était qu'une attaque politique, une violation des règles électorales du DOJ, Smith répond qu'ils ont suivi la politique à la lettre avec l'accord de la section d'intégrité publique. À ce stade, l'audition n'est plus une contestation, c'est une confirmation méthodique. Et c'est là qu'une autre voix entre en scène, changeant brutalement la dynamique. Le contraste est immédiat. Après la tentative de démolition juridique, une autre élue prend la parole. Le ton change. Elle ne cherche plus la faille.
Elle déroule les faits un par un comme une chaîne impossible à rompre. Elle rappelle que Jack Smith a obtenu 2 actes d'accusation fédéraux majeurs: interférence électorale, documents classifiés. Smith répond simplement « yes ». Puis viennent les questions qui s'empilent sans pause. Des centaines de milliers de documents examinés, des photos, des vidéos, des communications. A-t-il tenté de fabriquer de faux grands électeurs dans 7 États perdus? Yes. A-t-il fait pression sur des responsables locaux pour ignorer les résultats réels? Yes. A-t-il poussé le Department of Justice à bloquer la certification? He did. Chaque réponse est courte, nette, presque mécanique. Et maintenant, regardez ce qui se produit. Ce n'est plus une interprétation juridique, c'est une trajectoire. Quand tout échoue, la question finale tombe. A-t-il ensuite motivé une foule en colère pour empêcher la certification au Capitole? Smith répond que c'était prévisible, qu'il a exploité cette violence. À cet instant, la pièce change d'air, parce que la question suivante n'est plus ce qui s'est passé, c'est ce que Trump savait réellement. Et la réponse qui arrive ensuite verrouille tout le récit. La question tombe, directe, presque dangereuse. Donald Trump savait-il que ses accusations de fraude électorale étaient fausses au moment où il les répétait? Jack Smith ne contourne pas. Il répond que oui. Il affirme que l'accusation a la preuve et qu'elle comptait la démontrer au procès. Puis, il ajoute un détail qui glace la salle. En privé, Trump aurait admis sa défaite. Pas en public, pas devant ses partisans, en coulisses. Et là, une phrase surgit, citée mot pour mot. It doesn't matter if you won or lost the election. You have to fight like hell. Puis une autre, encore plus crue. Can you believe I lost to this effing guy? Ce ne sont pas des analyses. Ce sont des mots attribués à l'accusé lui-même. À ce stade, l'argument de l'erreur sincère se fissure définitivement. Parce qu'on ne parle plus de croyance. On parle de duplicité, de ce qui est dit en public contre ce qui est reconnu en privé. Mais voici le basculement final de cette séquence. La discussion quitte Trump. Elle se déplace vers quelque chose de plus large, plus lourd, l'impact sur la démocratie elle-même. Et quand Jack Smith commence à répondre à cette question, le débat n'est plus juridique. Il devient existentiel. Jack Smith marque une pause, puis il parle du précédent, de ce qui se passe quand les personnes les plus puissantes ne sont pas soumises aux mêmes règles que tout le monde. Il dit que si la loi n'est pas appliquée de manière égale, l'effet peut être catastrophique. Pas demain, pas dans une abstraction. Ici, dans la façon dont les gens perçoivent désormais la règle du jeu. Il explique que lorsque ceux qui dirigent ne sont pas tenus responsables, le message envoyé est simple, ces crimes deviennent acceptables. Et si ces crimes sont acceptables au sommet, pourquoi ne le seraient-ils pas plus bas? Ce n'est pas un discours politique, c'est une mécanique sociale, une réaction en chaîne. Puis il va plus loin. Il parle des élections futures, des travailleurs électoraux, de la sécurité même du processus. Il rappelle que la Cour d'appel de Washington a qualifié le 6 janvier d'attaque contre la structure de notre démocratie. Pas une émeute isolée, une attaque sur l'architecture. Et voici la partie inconfortable. Smith ne parle pas de Trump comme d'une exception. Il parle de ce qui arrive si cela se reproduit. De résultats much worse à l'avenir. Ce n'est plus un réquisitoire, c'est un avertissement. À ce moment précis, la question n'est plus de savoir ce qui s'est passé. C'est ce qui est désormais possible. Et cette possibilité est déjà en train de se former. À partir de là, 2 trajectoires se dessinent. Et aucune n'est théorique. Première possibilité, le système tient. Les preuves évoquées ici, les témoignages directs, les citations privées, les actes précis, faux grands électeurs, pression sur des responsables, tentative de bloquer la certification, tout cela devient une base judiciaire solide. Le message est clair. Même un ancien président peut être poursuivi, jugé et tenu responsable. Dans ce scénario, la barre est relevée. Pas pour Trump seulement, mais pour ceux qui viendront après lui. Mais il y a une autre trajectoire, plus silencieuse, plus instable, celle où chaque élément est contesté, retardé, dilué, où le débat glisse sans cesse du « qu'a-t-il fait » vers « qu'avait-il dans la tête », où l'incertitude devient une stratégie et où, pendant que les procédures s'étirent, le signal envoyé est flou, pas une absolution, mais pas non plus une ligne rouge nette. Et regardez le timing, cette audition ne ferme rien.
Elle prépare la suite. Elle teste les récits. Elle montre quelles défenses tiennent à l'écran. Et surtout, elle révèle à quelle vitesse une affaire pénale peut devenir un précédent politique. La prochaine étape n'est pas encore écrite, mais elle est déjà conditionnée par ce qui vient d'être dit publiquement, sous serment. Et la dernière pièce de ce puzzle va complètement reframer ce que vous venez d'entendre. Voici le point clé que beaucoup manquent. Et cette audition n'était pas un procès, c'était un signal. Pas un signal pour Trump, un signal pour le système. Tout ce que vous avez entendu, les yes, les citations privées, la notion de bénéfice illégal, la prévisibilité de la violence, ne visait pas à convaincre cette salle. Cela visait à fixer une ligne, publiquement, lentement, méthodiquement. Parce que dans ce type d'affaires, la bataille ne se gagne pas en un moment spectaculaire. Elle se gagne en rendant certaines choses normales et d'autres impossibles à nier. Normal, poursuivre un ancien président, impossible à nier, ce qu'il savait, ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait. Et voilà la vraie relecture de toute cette scène. La députée pensait tester une faiblesse. En réalité, elle a aidé à exposer la structure complète de l'accusation. L'intention, le bénéfice recherché, le rejet volontaire de la vérité. Tout était là, à l'écran. Ce que vous venez de voir n'est pas la fin de l'histoire. C'est la répétition générale. La prochaine fois, ce ne sera pas une audition, ce sera une décision. Et si vous voulez comprendre ce qui arrive quand le droit, le pouvoir et le récit entrent vraiment en collision, suivez cette chaîne. Parce que la suite se construit déjà hors caméra.